Bonjour tout le monde. Je vous remercie de nous accueillir parmi vous. L'Institut national nous a demandé de faire une présentation de notre projet. Donc, dans le fond, comme vous le voyez à l'écran, on va parler du projet éolien à Puette qui a été annoncé, on va dire, officiellement en début février, 4 février dernier. Donc, il y a eu la signature d'un contrat d'achat d'électricité en février, ce qui a permis, dans le fond, après plusieurs années de travail, de débuter, dans le fond, le projet. On vous parlera tantôt des prochaines étapes, là. Donc, c'est aussi, comme on le mentionnait tantôt en introduction, le premier projet national pour les communautés Inuit au Québec. Donc, c'est une première. Puis, ça démontre justement que l'ensemble des communautés Inuit peuvent travailler, on va dire, en partenariat dans une entité pour un projet économique. Donc, lors de présentation, là, pour l'ordre du jour, on va vous parler un peu de l'historique du projet, la description du projet, la description du partenariat, les prochaines étapes, puis on va terminer par une période de questions. On va essayer de faire ça, dans le fond, assez rondement, là, peut-être une dizaine, quinzaine de minutes pour vous laisser le temps de poser des questions. Là, ça me fera plaisir de répondre. Donc, comme vous le voyez à l'écran, dans le fond, on parle des communautés Inuits au Québec qui sont réparties, on va dire, à l'ouest du lac Saint-Jean jusqu'au nord. La communauté la plus au nord, c'est Shefferville, donc Matimekos-Lac-John. Puis ça va jusqu'à sur la basse côte, là. Donc, les communautés Inuits sont réparties sur à peu près 1000 kilomètres linéaires là, entre les premières et dernières communautés. Donc, c'est un super grand territoire. Donc, juste pour vous dire que on a fait par le passé plusieurs tentatives, les communautés Inuits, pour travailler ensemble sur des projets économiques, ce qui a été quand même assez ardu parce que, compte tenu de l'éloignement de chacune des communautés, ça a été quand même, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on dit que c'est notre premier projet de nation, là, même s'il y a eu des tentatives dans le passé de trouver des façons de travailler sur des projets économiques communs, c'était un petit peu trop difficile. On a réussi quand même certains projets entre certaines des communautés Inuits. Là, on parle de trois, quatre communautés dans le domaine des pêches. Euh, Pêche commerciale, on parle de pêche principalement de crabes, là, puis d'usines de transformation. Donc, il y a eu quand même quelques partenariats entre certaines communautés, mais un partenariat qui regroupait les 9 communautés, ça s'est matérialisé juste cette année, en fait, compte, là. Donc, dans le fond, si on parle de l'historique de ce regroupement-là, ça a été vraiment initié par les chefs à partir de 2014. Donc, il y a certains nouveaux chefs, nouveaux élus en 2014 qui ont voulu créer un genre de mouvement national un peu plus politique. La volonté, c'était de créer un genre de regroupement qu'on appelait Nation Inou, qui visait la défense des intérêts communs des communautés Inuits. Le but, c'était d'être capable de se regrouper ensemble pour parler directement au gouvernement du Québec qui avait comme objectif de développer, on parle en gros du plan Nord, là, le nord du Québec. Puis c'est à partir de 2014 que les chefs Inuits ont eu l'idée de présenter le projet. Il restait, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la stratégie énergétique du gouvernement du Québec 2006-2015, il y avait du 200 mégawatts qui n'avait pas été développé sur les 4000 qui étaient prévus. Donc, les chefs Inuits ont proposé au gouvernement du Québec de développer ce 200 mégawatts d'énergie éolienne-là pour le bénéfice des 9 communautés. Donc, chacune des communautés Inuits a abandonné on va dire, ces projets locaux pour se concentrer sur un projet national qui devait servir, dans le fond, initialement à, à financer les démarches euh, de création du mouvement national qu'on appelle
Nation Innu, là. Donc, dans le fond, une partie des revenus du projet devait servir à l'époque à créer le secrétariat de la Nation Innu. Donc, on, on est aujourd'hui dans le sens euh, officiellement regroupé au sein d'une société qui développe le projet à Puet maintenant. Donc, Alexandra, tu peux passer à la diapositive 4, s'il te plaît. Oui. Donc, avant de rentrer un peu plus en détail là, dans le projet à Puet, on voulait vous donner un peu plus une mise en contexte sur comment c'est possible de faire des projets d'énergie renouvelable, des projets éoliens au Québec. Donc, vous mettre un peu plus en contexte. Donc, au Québec, l'énergie est un milieu très réglementé. Il y a des lois, il y a des règlements qui encadrent là, comment c'est possible de faire des projets. Donc, au Québec, on a un monopole d'État, c'est Hydro-Québec, qui a le monopole sur la distribution et le transport là, de l'électricité. Donc, on ne peut pas là, faire un projet puis vendre l'électricité à un client privé comme c'est possible de le faire dans d'autres provinces ou nos voisins du Sud, là, les États-Unis. Ce n'est pas permis. Donc, pour pouvoir faire un projet, ça nous prend absolument un contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec. Jusqu'à maintenant, au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui a déterminé les besoins en énergie éolienne au Québec. Donc, il y avait une volonté politique de créer des projets éoliens. Pourquoi? Bien, il y avait des besoins en énergie, en nouvelle électricité au Québec avec la croissance de l'économie. Et le Québec souhaitait diversifier ses sources d'énergie. Parce que, comme vous le savez, l'électricité, c'est beaucoup l'hydroélectricité au Québec. C'est à peu près juste ça qu'il y avait. Puis, le gouvernement voulait investir dans une technologie d'avenir qui serait porteur, je ne sais pas trop, de retombées économiques significatives pour les régions au Québec. Donc, c'est pour ça que le gouvernement, dans sa stratégie énergétique 2006 à 2015, s'est fixé un objectif ambitieux d'avoir 4000 MW d'énergie éolienne pour 2015. Ensuite, ça vient à Hydro-Québec d'attribuer les contrats, typiquement par appel d'offres, dans certains cas en gré à gré. Donc, au fil des années, Hydro-Québec a attribué les contrats à des projets, à des promoteurs. Donc, au fur et à mesure que la décennie passait, bien, le 4000 MW, c'est presque comblé, mais comme Marc le mentionnait, il restait un 200 MW à être attribué. Donc, c'est là que les discussions entre le gouvernement du Québec et les communautés Innu entrent en jeu. Et en décembre 2015, il y a finalement eu l'annonce par le gouvernement du Québec de l'octroi du dernier bloc de 200 MW à la Nation Innu. Suite à ça, les Inuits ont décidé de lancer un appel d'offres pour se trouver un partenaire privé pour les aider à mener à bien le projet. C'est Boralex, la compagnie pour laquelle je travaille, qui a été sélectionnée. Boralex, on est un développeur québécois. Enfin, on développe, on construit et on opère des centrales d'énergie renouvelable depuis à peu près 30 ans. Notre siège social est situé à Kings Falls, au centre du Québec. Puis, on a fait des projets, beaucoup de projets communautaires éoliens, que ce soit au Québec ou en Ontario, même dans le reste du Canada, dans l'Ouest, mais aussi maintenant aux États-Unis, puis en France. Donc, suite à l'annonce du partenariat, bien, on a commencé à travailler sur les négociations du contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec. Puis, en parallèle, on a travaillé ensemble sur le développement du projet. Donc, on a commencé notamment l'étude d'impact sur l'environnement, les consultations. Donc là, les discussions pour le contrat ont pris un petit peu plus de temps qu'on le souhaitait, évidemment. À l'été 2018, il y a eu la signature d'une entente de principe avec Hydro-Québec. Et par la suite, là, il y a eu les élections provinciales et le nouveau premier ministre, François Legault, a pris l'engagement que Apuiat serait le prochain projet d'énergie, en fait, le prochain projet énergétique à voir le jour au Québec. L'annonce en a été faite le 4 février dernier lorsque le contrat d'achat d'électricité a été signé. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la conjoncture est devenue très, très favorable pour le projet. Pourquoi? Bien, tout d'abord, les besoins énergétiques étaient en hausse au Québec, notamment par la croissance naturelle de l'économie, également par toutes les initiatives
liés à l'électrification de l'économie, donc notamment le plan pour une économie verte. De plus, le projet a un prix très concurrentiel. En fait, à Pwit, c'est le parc éolien avec le prix le plus compétitif là, de tous les parcs éoliens au Québec. Et il y a un impact positif dans les relations Innu-gouvernement Hydro-Québec. C'est quand même un historique complexe là, dans ces relations. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à l'annonce en février. Marc, je te laisserai la parole pour continuer. Et donc, vous pouvez le voir, là, le projet à Pwit, dans le fond, c'est un projet qui a une puissance de 200 mégawatts. Le prix qui avait été, de toute façon, c'est des données qui avaient été données à la conférence de presse qu'on a annoncé le contrat. Là. Donc, le prix était fixé à 6 cents le kilowatt. Puis comme Alexandra le disait, le seul acheteur possible au Québec, c'est Hydro-Québec. Donc, c'est par le volet Hydro-Québec Production. Là, c'est avec eux qu'on a signé le contrat. La durée du contrat, c'est aussi, je pense, un des parcs qui a la plus grande durée de contrat aussi. Habituellement, c'est 20 ans, là, les parcs éoliens. On parle d'un investissement de près de 600 millions de dollars. Puis au niveau des promoteurs, ben là, on pourra vous le présenter là, sur la prochaine étape. Là. Donc, on a créé à l'origine, entre les communautés Innu, une société en commandite qui va détenir 50 du parc éolien. Donc, les communautés Innu se sont regroupées dans une société en commandite qui s'appelle la Société en commandite à Pwit. Donc, il y a 8 des 9 communautés présentement qui ont intégré cette société-là. On a créé un partenariat à 50-50 avec Boralex, qui est notre partenaire depuis le début du projet. Donc, dans la société de projet, on a un conseil d'administration qui est composé de façon égale. Là, 50 des membres du conseil d'administration sont les Innu qui ont été nommés par la société à Pwit, puis 50 des autres administrateurs sont nommés par Boralex. Donc, les décisions dans la société de projet vont être prises, dans le fond, d'un commun accord là, par les Innu et les représentants de Boralex. Et les profits du projet vont être répartis à 50 là, du côté de Boralex et 50 du côté de la société à Pwit. Vas-y, Alexandra. C'est bon. Donc, on attend des retombées économiques significatives pour le développement socio-économique des communautés Innu, mais également nord-côtières dans le projet. Donc, on parle d'un projet qui va nécessiter environ 600 millions de dollars d'investissement. Donc, en phase de construction qui va durer environ, là, si tout va bien, 2 années et demie, on parle de la création d'environ 300 emplois directs. Ce sont essentiellement des postes de construction sur le chantier. Donc, par exemple, des arpenteurs, des manœuvres, des foreurs, des cloutiers, des monteurs d'acier. Puis, en plus de ça, il y a ce qui va autour du chantier, là, la fourniture en biens et services, la restauration, l'hébergement pour les travailleurs qui vont venir d'un peu plus loin que la zone rapprochée du projet, l'essence, l'entretien. Donc, autour d'un projet de cette ampleur-là, il y a toujours une effervescence économique dans la région d'accueil. Au niveau de l'opération, on parle d'environ 10 emplois permanents. Les éoliennes, ça vient avec un cahier d'entretien, donc l'entretien régulier à faire, un peu comme une voiture. Donc, les 10 employés sur le site vont être occupés principalement là, par l'entretien des éoliennes. Mais en plus, sur le site du parc éolien, il va y avoir un réseau routier là, de chemins forestiers d'une centaine de kilomètres. Donc, il va falloir entretenir le réseau, il va falloir faire du déneigement sur une certaine portion là, du chemin pour pouvoir y accéder au cœur du projet. Il va y avoir des skidoo à entretenir, tout ça. Donc, ça crée aussi quand même une effervescence intéressante là, durant la période d'opération. Une de nos priorités, c'est toujours créer des retombées économiques localement. C'est très important pour nous. Donc, on s'engage là à participer à notre comité de maximisation des retombées économiques. On va travailler avec les chambres de commerce, les comités de développement économique allochtones et Innu. Puis, on est en train de travailler justement là, pour structurer tout ça, pour s'assurer d'avoir l'impact le plus positif sur le milieu. Au niveau des prochaines étapes,
La prochaine, là, à très court terme, c'est la reprise des consultations publiques. Donc, on avait commencé en 2016, puis là, comme ça a pris un peu plus de temps, là, négocier contrat, on a dû arrêter le processus à un moment. Nous allons le redébuter là, dans les prochaines semaines. C'est vraiment important pour nous afin de s'assurer que le projet puisse s'harmoniser le plus possible là, avec le territoire, avec les gens qui sont déjà sur place. Donc, pour nous, c'est un processus qu'on va redébuter, mais qui n'aura pas vraiment de fin. Donc, on veut aller consulter les gens dans les prochaines semaines, mais ensuite, même pendant la construction et l'opération, on va s'assurer de maintenir un lien fort là, avec les gens locaux pour s'assurer que le projet soit bien accueilli par tout le monde, puis qu'on s'harmonise le plus possible. On va également reprendre le processus d'évaluation environnementale qu'on avait arrêté. Donc, on va faire quelques mises à jour dans l'étude d'impact. Si tout va bien et que tout se déroule comme on l'espère, on pourra obtenir les permis là, au printemps 2022, ce qui nous permettrait de commencer la construction à l'été 2022. La construction durerait environ 2 années et demie. Donc, la première année serait une saison de construction un peu plus courte. On ferait peut-être l'entretien de certains ponts qui sont déjà existants, faire un peu de déboisement là, pour créer les chemins ou élargir certains chemins déjà existants. L'année 2023 serait concentrée principalement par la construction des chemins, des aires à la base de chacune des éoliennes. On ne déboise pas tout le site, évidemment. On le limite le plus possible. Donc, c'est uniquement les chemins puis les aires, là, en environ 1 hectare à la base de chacune des éoliennes. Puis, en 2024, on parle là, de la livraison des éoliennes et de leur installation pour une mise en service à la fin de l'année. Marc, je te laisserai le mot de la fin. Tu es sur mute, Marc. Vive les vidéoconférences. Donc, vous voyez que c'est quand même un projet d'importance en termes de taille, puis que le partenariat avec Boralex est quand même bien initié, puis égalitaire. Donc, en réalité, ce que je peux vous dire en termes de conclusion, c'est que pour la Nation Innu, en réalité, c'est beaucoup plus qu'un projet économique. En réalité, vous savez que la Nation Innu, c'est une première pour nous de travailler les 9 communautés ensemble. L'objectif ultime, c'est d'autogénérer des revenus de façon importante dans nos communautés pour que chacune des communautés, justement, puisse, après ça, décider localement de qu'est-ce qu'elle va faire de ces nouveaux fonds-là pendant la durée, dans le fond, pendant la durée des 30 ans là, que le projet va avoir. Donc, puis pour les Inuits, ce n'est pas juste un projet économique, c'est aussi une réconciliation, un peu un signe de réconciliation avec le gouvernement du Québec, puis Hydro-Québec. Donc, c'est un pas, dans le fond, pour améliorer les relations entre, justement, relations qui n'ont pas toujours été si simples et faciles du côté d'Hydro-Québec et du gouvernement, mais c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Puis c'est aussi un signe qui fait que, vous savez, les Premières Nations veulent être associées au développement économique dans les régions. Ils veulent être associés au développement des ressources naturelles, puis on espère que dans le futur, les Premières Nations vont être associées au développement du territoire, autant du côté énergétique que des autres ressources naturelles. Donc, puis j'espère que ce projet-là va donner aussi le goût à la Nation Innu de continuer à faire d'autres projets ensemble. Donc, on veut que ce projet-là ne soit pas le seul projet, on veut que ce soit le début d'une nouvelle relation, puis qu'il y ait d'autres projets de ce genre-là. Si ce n'est pas en énergie, ce sera dans d'autres domaines, là, mais au moins qu'on répète l'expérience dans le futur. Donc, on pourrait passer à la période de questions si vous êtes prêts. Nous autres, on est à votre disponibilité pour répondre à vos questions. Merci, Marc et Alexandra, pour cette présentation très informative. Est-ce qu'on a des questions des participants? Je ne vois rien maintenant. Donc, vous avez parlé, Marc, au sujet de
la coopération entre les communautés Innu. Peux-tu parler un petit peu au sujet de le partenariat que vous avez développé avec Boralex, l'importance de ce partenariat ou d'avoir un partenaire à l'extérieur? Oui, comme vous le savez, probablement, dans le fond, les communautés Innu n'ont pas historiquement d'expertise particulière dans le développement énergétique. Donc, il fallait obligatoirement, comme Première Nation, s'associer à des gens qui ont de l'expertise. Et comme Alexandra en a parlé antérieurement, donc dans sa présentation, les Inuits sont allés en appel d'offres, puis ont décidé, dans le fond, que la meilleure des propositions, c'était Boralex qui l'avait faite à l'époque et avait toute l'expertise pour nous accompagner là, tout au long de ce processus-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en ayant signé le contrat d'achat d'électricité, que c'était le bon partenaire. On a quand même travaillé fort pendant les 6 dernières années à réussir à convaincre le gouvernement Hydro-Québec de la pertinence de notre projet. Les astres se sont alignés en 2021 pour que ce soit un contrat pour que la signature se réalise. Puis, on est prêt, dans le fond, à faire feu là, dans les prochains mois là, pour réussir à mettre ça en branle de façon à ce qu'on voit idéalement les premières éoliennes émerger en 2023, idéalement, là, 2024. Là. Puis Boralex est notre partenaire. On n'a pas de doute que ça va bien se passer parce qu'ils ont quand même beaucoup d'expertise dans le domaine. Christian Carrier a une question. Christian? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pas de problème. J'ai écrit ma question, mais je peux la dire aussi verbalement. On sait que mettre en place une société en commandite, c'est quand même assez lourd d'un point de vue légal. Et la gouvernance de ça, puis la société en commandite et les commanditaires et le commandité. Est-ce que vous pouvez commenter un peu sur les difficultés que vous avez eues pour mettre en place ce genre de véhicule légal-là? Merci. Juste pour mentionner que, en tout cas, je ne sais pas si les gens sont familiers avec les structures légales. Là, du côté des Premières Nations, le véhicule de la société en commandite est un véhicule assez utilisé depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'enjeu particulier à mettre en place les sociétés en commandite. C'est vraiment le véhicule privilégié par les communautés depuis de nombreuses années. Là, il y a différents avantages sur le plan de la gouvernance, dans le fond, sur le plan de la sécurité pour les commanditaires, dans le fond, la protection qu'il y a entre le commandité et le commanditaire, les aspects fiscaux, ils sont intéressants. Donc, non, il n'y a pas d'enjeu particulier. C'est vraiment un véhicule avec lequel on est très à l'aise de fonctionner. Les incorporations, on utilise très peu d'autres formes juridiques que les sociétés en commandite, sauf pour les entreprises qu'on acquiert, qui sont déjà dans des structures. Si c'est une incorporation qu'on acquiert, on n'a comme pas le choix de garder le véhicule qui est déjà en fonction, mais normalement, c'est ça qu'on privilégie depuis déjà une vingtaine d'années du côté des Premières Nations. On est partenaire dans beaucoup de sociétés en commandite, donc ce n'était pas vraiment un défi pour nous. C'est un véhicule avec lequel on est très à l'aise de fonctionner. Question supplémentaire, si je peux. Oui. Qui est le commandité dans cette structure-là? En général, du côté des Premières Nations, les commandités. OK. Les commandités sont souvent OK. Vous savez que les commanditaires sont les conseils dans les sociétés en commandite et les commandités sont souvent les actionnaires du commandité, qui est une incorporation, sont souvent les sociétés de développement économique qui appartiennent au conseil de banque. Donc, c'est quand même des entités détenues par les conseils de banque de façon directe ou indirecte.
Et donc, la gouvernance est faite par généralement des employés des secteurs de développement économique des communautés. Très bien, Donc, merci. ce n'est pas des sociétés de gestion là, indépendantes, là, totalement des conseils. Merci Christian et merci Marc. Daniel Martineau a une question aussi. Bonjour, pourriez-vous nous parler un peu des aspects un peu plus techniques là, du nombre d'éoliennes prévues, de la puissance de chaque éolienne, quelle compagnie devrait potentiellement fournir les éoliennes, etc.? Je peux y aller. Il est un peu tôt pour savoir le modèle ou la compagnie d'éoliennes qu'on va installer. On est en train justement là, de regarder. On a encore une bonne année devant nous là, pour finaliser le choix final, je vous dirais. Cependant, à quoi on s'attend, c'est qu'il y a environ une cinquantaine d'éoliennes sur le site. On parle de puissance installée d'environ 4 mégawatts. Les éoliennes de nos jours là, sont quand même pas mal plus puissantes que les dernières éoliennes qui ont été installées au Québec. L'avantage, c'est qu'on en installe moins, parce que chacune, comme il y a des pales, elles ont des pales plus longues, elles sont capables d'aller chercher plus de vent. Donc les éoliennes, là, quand même plus hautes là, que la dernière génération. Là, on parle à peu près 1,5 fois la hauteur des éoliennes qu'on installait là, au Québec il y a peut-être 5 ou 6 ans. Au niveau du turbinier, ben, c'est ça, on va sélectionner là, dans le cadre de nos processus d'approvisionnement d'ici la prochaine année. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ben, passablement. Puis pour tout ce qui est du contrôle et puis tout ça, Boralex, est-ce qu'il s'occupe vraiment de tout ou est-ce que il y a d'autres compagnies là, qui vont être engagées là, dans le processus? En fait, Boralex, ce qu'on fait, c'est la gestion de la construction. On n'est pas une compagnie de construction. Donc, on n'a pas d'employés, de machinerie, de travailleurs de construction. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on va partir en appel d'offres pour pouvoir là, choisir les entrepreneurs qui vont travailler sur le site. Puis d'ailleurs, une de nos priorités, c'est de maximiser les retombées économiques. Donc, on travaille là, avec nos partenaires dans le cadre d'un comité de maximisation des retombées économiques. On va aussi travailler avec les partenaires, pas nos partenaires, mais les organismes économiques locaux, qui soient soit de la MRC de cette rivière, mais également tous les organismes de développement économique Innu, pour s'assurer qu'il y ait le plus possible de retombées économiques locales, que ce soit en travailleurs ou au niveau là, du nombre d'entreprises sur le site. Donc, effectivement, là, pour la construction, ça ne sera pas Boralex qui va la faire. On va être là pour superviser le tout. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des autres questions? OK. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de les enjeux, les barrières, les principales barrières d'un projet dans le Côte-Nord ou dans les régions où habitent les Premières Nations? Je pourrais commencer, Alexandra, pour un peu plus du côté des Premières Nations. C'est quoi les enjeux liés à un projet comme ça? Puis tu peux y aller sur le plan technique par la suite, parce qu'il y a des enjeux aussi de construction et des défis. Là. Principalement, les enjeux au niveau des Premières Nations, là, vous savez que ce projet-là, on en a parlé tantôt, c'est des projets d'ampleur considérable. On parle d'un projet qu'on parle d'à peu près de 600 millions. Là. Donc, pour les Premières Nations, contrairement aux municipalités MRC, l'obtention de l'équité est toujours un enjeu important. Donc, trouver l'équité pour être capable d'investir de façon... OK, dans le fond... on est à 50-50, donc il y a 50 de l'équité dans le projet qui doit être amené par les Premières Nations. Ça reste toujours un défi. Il n'y a pas de moyens standards de financer les Premières Nations dans les projets d'envergure. Il y a plusieurs provinces, entre autres en Ontario, qui ont mis en place des fonds spécifiques pour aider les Premières Nations
à fournir leur équité dans les projets énergétiques, entre autres. Le Québec n'a pas ce pendant-là. Donc, du côté des Premières Nations, l'équité, ça reste un enjeu, puis c'est un défi. À tous les projets, ça reste important. Et ce qu'on souhaiterait dans le futur, c'est que le gouvernement du Québec mette en place les outils Québec et aussi fédéral pour justement permettre aux Premières Nations d'obtenir ce qu'il faut pour, en tout cas, les leviers qu'il faut pour être capable d'investir de façon égale avec les exemples. Que je parle d'égal, je ne parle pas aux partenaires privés. Le milieu communautaire québécois, les municipalités, les MRC ont des outils pour investir dans les projets qui sont souvent, ils vont émettre des obligations sur le marché, emprunter l'argent à des taux d'intérêt super bas. Dans le fond, on parle d'obligations dans ce cas-là, des taux obligataires, ce qui n'est pas le cas pour les Premières Nations. Donc, il pourrait y avoir mis à contribution des institutions comme, je ne sais pas moi, Investissement Québec ou la Caisse de dépôt, ou en tout cas, il y a des réflexions à faire au niveau des gouvernements pour permettre aux Premières Nations d'avoir au moins les mêmes leviers que les municipalités MRC pour pouvoir justement investir dans les projets. Particulièrement les Inuits, on est sur la Côte-Nord, en tout cas majoritairement sur la Côte-Nord, il y a tous les enjeux de raccordement. Il n'y a pas de... Apuiat, c'est le premier projet éolien sur la Côte-Nord. Donc, il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour être capable de développer un réseau de parcs éoliens sur la Côte-Nord. Donc, le raccordement reste toujours un défi dans les régions aussi grandes que la Côte-Nord. Donc, c'est évident que faudrait que Hydro-Québec travaille, s'il y a des prochains appels d'offres, à essayer de faciliter justement le raccordement pour que, justement, on puisse développer un réseau de parcs éoliens, parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiel éolien sur la Côte-Nord. Il y en a beaucoup encore, j'imagine, en Gaspésie, mais les enjeux de raccordement, c'est réellement un défi qu'on aura à surmonter. Dans le cas d'Apuiat, on a réussi à le surmonter, mais s'il y a des prochains appels d'offres, ça va rester un défi important là, pour nous autres. Puis l'autre défi principal pour les Inuits dans ce projet-là et dans potentiellement d'autres projets, c'est d'apprendre à travailler 9 communautés ensemble dans la gouvernance d'une société d'investissement, la gouvernance de projets économiques. Ça reste aussi rester unis dans des entreprises à 9 communautés. Vous savez que les communautés on vit un peu le même processus que les Québécois vivent. Il y a des élections à tous les 2 ou 4 ans. Donc, tout l'aspect de la gouvernance et de la pérennité de ces sociétés-là qui relèvent dans beaucoup de cas de conseils de banque. Donc, le gros enjeu, ça va être de rester unis. Donc, pour y arriver, c'est évident qu'on va devoir idéalement être le plus transparent possible, communiquer le plus possible les objectifs du projet, informer le plus possible les communautés, puis avoir une rigueur au niveau de l'administration qui va permettre justement que ce projet-là soit une réussite, mais aussi que ce modèle-là puisse être transposé à d'autres projets dans le futur. Donc, du côté des Premières Nations, c'est pas mal les enjeux liés à ce projet-là. Alexandra, du côté d'un projet éolien, il y a beaucoup d'enjeux aussi. Là, il y en a quelques-uns, en effet. Je dirais un des enjeux liés, disons, un peu plus à la nordicité, ce serait le climat. Donc, quand même, la saison de construction finit par être assez courte, là, considérant toute la neige et le froid et le temps que la neige fonde. Mais c'est quand même typique en éolien, là, considérant que les parcs sont situés en hauteur, mais c'est quand même la saison est assez courte. Il y a beaucoup de travail à faire en quelques mois l'été. Sinon, il y a évidemment toujours l'environnement et l'acceptabilité sociale. Vraiment important pour nous. Non seulement on doit obtenir les permis, mais en plus, on se voit vraiment comme des voisins. Quand on arrive dans un site, on va être là pour les décennies à venir. Là. On ne part pas. Là. Donc, le contrat, c'est 30 ans, comme mentionnait Marc.
Donc, ça finit en 2054. Donc, on est là pour les 35 prochaines années. On veut s'assurer de bien s'entendre avec nos voisins. Donc, pour nous, c'est vraiment une priorité là, lors du développement de la construction, puis ça continue à l'être pendant l'opération. Parfait, merci Alexandra. Daniel Martineau a une autre question. Daniel? Oui, vous aviez parlé de l'équité, mais sans nécessairement mentionner la façon dont les Inuits ont trouvé l'équité. Ça fait que c'était possible d'élaborer un peu là-dessus, ça serait apprécié. Merci. OK. Chacune des communautés a une situation financière différente, un contexte économique différent. Donc, dans le fond, je peux vous parler de généralité, là. En réalité, il y a plusieurs façons pour les communautés de mettre de l'équité dans un projet. Si on se rapporte au milieu communautaire québécois, la façon d'y arriver, c'est souvent par le biais d'un règlement d'emprunt qui va aller chercher où il y a des émissions d'obligations sur le marché, puis que, donc, dans le fond, les municipalités MRC empruntent l'argent pour mettre leur équité dans les projets. Donc, la façon d'y arriver du côté des Premières Nations, c'est qu'il y a un organisme qui existe au niveau national qui s'appelle l'Autorité financière des Premières Nations qui joue un peu ce rôle-là. Donc, dans le fond, c'est possible pour certaines communautés qui ont les reins assez solides et qui démontrent leur rigueur administrative et financière d'aller sur le marché obligataire pour aller chercher leur équité dans leur projet. Ce n'est pas le cas de toutes les communautés autochtones au Canada ni chez les Inuits. Donc, ça, c'est une façon pour une communauté d'aller chercher une équité à des taux d'intérêt qui sont vraiment là, compétitifs. L'autre chose, c'est leurs fonds propres, leurs fonds autogénérés. Il y a certaines communautés qui ont déjà des investissements, donc ils peuvent mettre réellement de leur capacité d'investissement, donc du cash, dans le fond, du comptant dans leur projet, puis emprunter le reste sur des revenus autogénérés. Là, puis sinon, ben, il existe un marché. Ce n'est pas toujours à des taux avantageux pour des prêteurs en équité pour les projets énergétiques. En passant, l'énergie, les projets éoliens au Québec, c'est plus dans le fond, c'est mature, l'industrie de l'éolien au Québec. Ce pas des projets qui sont considérés comme risqués, comme ça l'était au début des années 2000. Là. Donc, il existe un marché de prêteurs pour de l'équité dans certains. Donc, pour nous, c'est un mix de ça qui est arrivé. Donc, on a emprunté notre équité pour mettre dans le projet à des taux qui nous permettent de générer des profits malgré le fait qu'on emprunte cette équité-là. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de milieux communautaires québécois qui aient payé leur investissement directement en argent. C'est souvent par emprunt qu'ils le font. Puis c'est la même chose pour nous dans ce projet-là. Mais il n'y a pas de modèle uniforme parce que justement, compte tenu de la différente capacité financière de chacune des communautés, ça reste un défi à tous les projets qu'on va avoir à faire là, dans le domaine de l'énergie. Merci beaucoup.